Bienvenue à cette deuxième vidéo sur l'histoire franco-américaine. Je vous invite à consulter la première, laquelle s'est conclue avec les grands centres urbains du Nord-Est, là où se sont entassés des dizaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes. En sol états-unien, les familles expatriées se rassemblent. C'est en partie qu'elles souhaitent s'entourer de gens du pays d'origine. Or, très souvent, cette concentration n'est que le fruit des logements disponibles. À Fall River, ce sont des édifices à logement construits rapidement par les compagnies manufacturières et situés à proximité des usines. Ils sont mal entretenus et souvent insalubres. Mais les options sont limitées. Pour certaines compagnies, loger dans de tels bâtiments est une condition d'emploi. Après la première génération, les Franco arrivent typiquement à s'affranchir de ces endroits. Dès le début du 20e siècle, on l'a déjà mentionné, on les identifie aux fameux triple deckers, aspect incontournable du patrimoine bâti de la Nouvelle-Angleterre. Grand nombre de familles arriveront même à acheter leur propre maison multifamiliale à cette époque. Les quartiers ethniques sont aussi ancrés par des institutions uniques aux Canadiens français et on voit cela dès les années 1840. Pensons aux églises nationales auxquelles nous reviendrons, mais aussi à d'autres institutions, des sociétés Saint-Jean-Baptiste et d'autres institutions culturelles, fraternelles et mutuelles. Certaines de ces associations seront plus érudites, par exemple la Société historique franco-américaine, d'autres plus populaires, telles que les troupes de théâtre ou des fanfares locales. Ajoutons les célébrations, et ici les Franco imposent leurs fêtes. Le 1er janvier, jour de l'an, devient un jour férié sous l'influence canadienne-française aux États-Unis. Puis, à la fin du 19e siècle, les gérants d'usines commencent à donner une relâche aux ouvriers le 24 juin. Les Franco s'affirment dans l'espace urbain en organisant de gigantesques défilés. On a là une population très visible dont le poids démographique se fait sentir. La presse franco-américaine connaît de nombreux défis financiers tout au long de son existence. Les journaux sont tout de même des piliers incontournables de l'idéologie de survie culturelle qu'on nomme la survivance. Enfin, les commerces canadiens sont des lieux de rassemblement et de partage d'informations. Et très souvent, les petits commerçants aident les immigrants dans leur implantation en cette terre étrangère. Cette carte, en passant, ne dépeint que quelques-unes des innombrables communautés franco-américaines qui sont rattachées aux villes québécoises par le rail. J'ai parlé de visibilité. En voici des exemples tirés des grands défilés de la Saint-Jean-Baptiste et des grands congrès qui ont longtemps eu lieu, souvent aux quelques années. Ici, j'offre des traductions des reportages d'époque. Et ces scènes ont lieu partout dans le Nord-Est, en certains endroits dès les années 1840 et 50. Donc, le Boston Daily Globe rapporte en 1888 au sujet de la Convention de Nashua. La Convention et la célébration internationale des Canadiens français, qui auront lieu dans cette ville du 26 au 28 juin, représenteront la plus grande démonstration des Canadiens français jamais vue aux États-Unis. On estime selon un compte attentif qu'il y aura 9000 hommes dans le défilé. La parade s'étendra sur une longue distance et se conclura par un défilé formel qui sera passé en revue au terrain près du Havre. Un espace assez large pour permettre à 100 000 personnes de voir les participants. 40 000 personnes pourront dîner en même temps sur le terrain. À Manchester, en 1890, on rapporte « Les rues de la ville n'avaient pas vu depuis la consécration du monument aux soldats, le 11 septembre 1879, une parade ou une musique aussi heureuse que ce dont nous avons été témoins aujourd'hui en raison du défilé de la Convention canadienne-française de l'État. » Donc, ils s'affirment et ils sont présents dans les espaces publics. Tout n'est pas rose, on s'entend. La vie migrante vient toujours avec sa part de défis, surtout lorsqu'elle rencontre les préjugés, les soupçons et les inquiétudes de la société d'accueil. Parfois, les conflits entre divers groupes sont dus assez simplement à une compétition pour des emplois, des logements, des licences accordées par les municipalités, bref, diverses questions d'ordre économique. Plus souvent, ils s'entremêlent des questions de langue, de culture, de religion, de politique, etc. On ne s'habitue que lentement aux coutumes étrangères. Au quotidien, dans les grands centres, c'est surtout l'hostilité des gens d'origine irlandaise qu'on ressent. La xénophobie anglo-saxonne et protestante
évoluent beaucoup plus loin des quartiers ethniques, souvent dans des réseaux de classe moyenne. On le voit avec l'American Protective Association, qui s'inquiète des taux d'immigration et qui cherche l'assimilation, notamment via les écoles publiques. L'ignorance est palpable. En 1892, le New York Times semble ignorer les progrès technologiques du Québec, la présence d'institutions démocratiques au Canada, ou le fait que le clergé du Canada tente à tout prix de retenir les Canadiens français sur le sol natal. Vers 1920, le Ku Klux Klan fait une percée en Nouvelle-Angleterre et s'en prend aux immigrants, aux gens qui parlent une langue autre que l'anglais et aux catholiques. Les Franco sont visés, on s'entend, mais il ne faut pas leur croire une triste passivité. Loin de se réfugier dans le rôle de victime, ils s'allient aux Irlandais et ripostent en plusieurs endroits. Les doutes concernant leurs allégeances ou leur patriotisme s'amenuisent par la suite. Autant sur les enjeux culturels qu'économiques, le vécu des Franco-Américains et des Franco-Américaines varie grandement non seulement entre le Nord-Est et le Midwest, mais même à l'intérieur de la Nouvelle-Angleterre. Bref, il ne faut pas tout réduire aux usines de coton. Des Canadiens français achètent en grand nombre des fermes au Vermont suite à la Première Guerre mondiale. Les gens du Québec seront privilégiés dans les camps de bûcherons du Maine et du New Hampshire. Berlin, dans le New Hampshire, devient la troisième ville de l'État et un bastion francophone grâce à l'industrie des pâtes de papier. Pensons aussi aux Québécois qui vont à Boston, à New York, à Chicago, à Détroit, et dont l'histoire n'a toujours pas été écrite pleinement. Pour celles et ceux qui ont manqué la première vidéo, je le mentionne ici. Les grands travaux d'histoire franco-américaine sont axés sur la Nouvelle-Angleterre. Le titre de ces ouvrages influents le révèle, même si ces mêmes travaux tendent à ignorer le Connecticut et le nord de la région, outre Manchester et Lewiston. On se doit de mieux situer l'État de New York dans ce vaste canevas. Le côté ouest du lac Champlain reçoit des colons français dès la période coloniale. Au 19e siècle, les Canadiens français deviennent le principal groupe minoritaire dans les comtés du nord de l'État. À Plattsburgh, ils forment près de la moitié de la population. Dans les régions rurales, ils contribuent à l'exploitation des forêts et des mines. À Cohoes, près d'Albany, leur travail est essentiel au fonctionnement des usines de textiles. À ces endroits, leur présence est toujours visible au 21e siècle, même si la langue et certaines institutions ont tout de même disparu. Et la question culturelle n'est pas à ignorer. À travers les 7 États du Nord-Est, les élites rappellent aux immigrants l'importance de préserver la langue qui permettra de maintenir les familles canadiennes dans leurs devoirs religieux. Le thème religieux est omniprésent. On le voit ici dans ces extraits. Le premier date de 1901 et provient d'une convention nationale canadienne. J.C. Hogg, de New York, explique. Au-dessus des motifs d'intérêt divers qui ont pu déterminer les nôtres et quitter le sol, qui les a vus naître, et en si grand nombre, il y a la suprême sagesse et la volonté du Maître souverain, dont la prévoyance comme la bonté s'étendent à tous et à chacun. L'immigration canadienne est un envahissement lent et mesuré, vainqueur des obstacles et des entraves qu'on a cherché à lui poser, soit au Canada, où on tient à conserver toutes les forces de la nation, soit ici, où parfois on a fait la vie plus dure aux expatriés. L'immigration canadienne-française, c'est l'extension, le développement d'un peuple qui franchit les frontières qu'une simple ligne de convention a déterminées. Il y a là, on le voit, le facteur de la providence, la volonté du maître souverain. L'archevêque Taschereau de Québec, en 1871, avait déjà expliqué « Le zèle des prêtres américains est impuissant contre ce mal. Ce mal, c'est l'apostasie, parce que nos pauvres Canadiens, par un sentiment déraisonnable, à son avis, sans doute, mais malheureusement trop réel, se tiennent éloignés des églises desservies par des prêtres parlant une langue étrangère, donc généralement, aux États-Unis, l'anglais. La culture ancre la foi et justifie des institutions distinctes. Le courant assimilateur au sein de l'Église catholique des États-Unis répond à ce séparatisme en condamnant, en 1889, les associations religieuses qui sont explicitement ethniques. Or, il y a des victoires. J'ai parlé de paroisses nationales. Que sont-elles? Traditionnellement, les paroisses sont contiguës. On le voit à gauche, les limites de l'une marquent,
au point de vue géographique, le début de la prochaine. Et les gens participent au rite de l'église la plus proche. Avec l'arrivée des Canadiens français en Nouvelle-Angleterre, les évêques subviennent à leurs aspirations culturelles en démembrant des paroisses territoriales dominées par des Irlandais pour former ensuite des paroisses nationales qui, en principe, reconnaissent la culture et la langue de ce groupe de nouveaux arrivants. Ces paroisses sont généralement desservies par un prêtre francophone. Certaines auront une école catholique privée pour enseigner les deux langues. Toutes ces paroisses sont créées par des évêques, suite aux requêtes des immigrants, précisément pour éviter le fléau que l'archevêque Taschereau craignait, l'apostasie, faute de services et de sacrements religieux en français. Les paroisses, les écoles et les organisations locales qui y sont associées permettent aux Franco de maintenir leur culture beaucoup plus longtemps que d'autres groupes de nouveaux arrivants. Les attentes des Franco à l'égard des évêques et des paroisses nationales deviennent si ancrées comme droit acquis que la controverse éclate du moment qu'un évêque déroge de la pratique. C'est ce qui se produit en 1884 à Fall River, lorsque le curé québécois meurt en fonction et qu'un Irlandais est nommé pour le remplacer. De vives manifestations se produisent. Des paroissiens dérangent les messes puis en font le boycott. L'Église est placée sous interdit par l'évêque l'année suivante. La cause mène à l'intervention de l'archevêque de Boston après s'être rendu à Rome. Enfin, il y a une sortie de crise lorsque le vicaire canadien-français succède au curé. Mais il y a là un avertissement à tous les évêques de la région qui voudraient saper le privilège de la paroisse nationale. La crise de Fall River n'est pourtant pas la dernière. De plus en plus de telles luttes créeront des divisions dans la communauté franco-américaine, surtout visibles dans les années 1920. Les réticences des uns seront d'ailleurs palpables dès la crise de Fall River. Ferdinand Gagnon, un personnage vénéré pour son rôle de leader et de père de la presse franco-américaine, est parmi les modérés. Il croit à la justice de l'Église et craint le scandale. Comme d'autres chefs, il tente de décourager les déclarations les plus intempestives. Ainsi, il explique, en 1885, notre Saint-Père Léon XIII a clairement fait connaître son désir que la presse catholique ne discute plus à l'avenir les actes d'autorité des évêques, mais que son tribunal est le seul où les actes doivent être jugés. Nous nous faisons un devoir de répondre à ce désir du chef visible de l'Église et nous attendons avec confiance la décision de Rome sur l'affaire de Notre-Dame de Lourdes, la paroisse de Fall River. Il explique aussi, soyons prudents dans nos actions, soyons sérieux dans nos délibérations, demandons conseil à nos supérieurs, à nos amis avant d'agir, et suivons les conseils donnés. Pas de coups de tête, pas d'enthousiasme inopportun. Ça n'empêchera pas d'autres personnalités influentes, par exemple Alfred Bonneau, rédacteur de la Justice de Biddeford, de dénoncer sans équivoque les pratiques de l'évêque Louis Walsh. Dans ce cas, c'est l'affaire de la corporation Sol dans le Maine, moment où les Franco cherchent une décentralisation des affaires de l'Église pour mieux gérer leurs affaires paroissiales. Nous avons beaucoup discuté de ce qui se produit au sud de la frontière internationale, mais cette migration est un problème majeur pour les décideurs du Canada. Le problème est présent à travers le Canada, de la Nouvelle-Écosse vers l'Ontario. Le Québec n'est donc pas unique. Par contre, ce qui est spécifique au Québec, c'est l'inquiétude par rapport au poids démographique de la province, le poids des Canadiens français au sein de la Confédération. C'est aussi un problème de main-d'œuvre et de développement économique qui cause le problème de l'immigration, mais qui en est aussi l'effet, un problème de sous-développement. Ce défi est couramment mis en rapport à d'autres enjeux. La politique commerciale nationale, qui est parfois blâmée pour ce fléau. On parle de colonisation, de développement de l'Ouest, d'industrialisation, d'immigration européenne. Bref, les grands enjeux de l'époque sont tous mis en rapport à cette question, et vice-versa. Plusieurs gouvernements à Québec et à Ottawa refuseront de reconnaître la réelle étendue du problème, signe possible de leur impuissance à arrêter le flot de gens vers les États-Unis. Tandis que les partis d'opposition
eux, critiqueront le gouvernement précisément sur ce point. Et puis, on a souvent parlé des déclarations alléguées de Georges-Étienne Cartier, qui aurait dit que c'est la canaille qui s'en va et qu'on doit la laisser partir. Eh bien, oui, il y a une censure morale des gens qui quittent, surtout par les élites. On les déclare traîtres, alcooliques, imprévoyants au niveau des finances, adeptes du luxe, et ainsi de suite. Tout ça pour décourager les gens de quitter, ceux qui demeurent toujours au pays. Mais c'est beaucoup plus complexe et les raisons sont presque toujours purement économiques. On voit l'étendue du problème ici. Si on regarde les bandes pour les années 1860, 70, 80 et 90, on remarque qu'il y a un déficit migratoire net pour ces 4 décennies. La population du Canada continue de croître en raison du taux de natalité des gens qui sont demeurés au pays. Et les Canadiens anglais quittent à peu près dans les mêmes proportions que les Canadiens français. Il y a d'ailleurs beaucoup de commentateurs qui se plaignent des affaires non seulement à Ottawa, comme le fait ici Prosper Bender, mais aussi à Québec. L'écrivain Honoré Beaugrand, futur maire de Montréal, s'en prend dans Jeanne la Fileuse aux hommes politiques qui, à l'époque de la Confédération, ne se sont pas attardés aux vraies affaires, de sorte à garder les gens au pays. Mais des solutions à cet exode sont tout de même proposées. Il en sera question dans la troisième vidéo, la dernière capsule, que je vous invite à visionner.